Il a reculé et il appelle ça une victoire. Pendant des jours, Donald Trump a menacé ouvertement le Groenland. Pas à demi-mot, pas par allusion. Il a parlé d'acquisition, de contrôle, même de force. Une île stratégique, un allié de l'OTAN. Et le monde a réagi comme on pouvait s'y attendre. Indignation, solidarité avec le Danemark, inquiétude réelle dans les capitales européennes. Puis, à Davos, changement brutal de décor. Trump publie un message affirmant qu'un accord existe désormais avec le Groenland, le Danemark et l'OTAN. Pas un traité, pas un texte signé, un simple message. Il parle d'un cadre pour un futur accord, présenté comme bénéfique pour tout le monde. Et dans la foulée, il annonce qu'il renonce aux tarifs douaniers prévus pour le 1er février. C'est là que quelque chose ne colle pas. Comment passe-t-on de menaces d'annexion à un accord sans conditions visibles? Comment une crise internationale se résout-elle soudainement, sans aucun détail? Trump affirme avoir obtenu ce qu'il voulait depuis le début. Mais si c'est vrai, pourquoi rien n'est écrit? Pourquoi rien n'est daté? Pourquoi rien n'est expliqué? Et surtout, pourquoi ce revirement arrive précisément maintenant sur la scène la plus médiatisée du monde, devant les élites économiques et politiques réunies à Davos? Ce moment ne concerne pas seulement le Groenland. Il vous concerne, parce qu'il montre comment le pouvoir peut être exercé par l'annonce seule, comment une menace peut être effacée par une déclaration, et comment un recul peut être rebrandé en succès total en temps réel. Regardez bien ce qui est dit, mais surtout, observez ce qui ne l'est pas, parce que quand on enlève les mots, il reste une question dangereuse. Est-ce un accord ou une reddition maquillée? Et c'est exactement là que l'histoire commence vraiment. Officiellement, voici ce que l'on nous dit. À la suite d'une rencontre très productive avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, Donald Trump affirme qu'un cadre d'accord a été établi concernant le Groenland et même l'ensemble de la région arctique. Il insiste sur un point précis. Grâce à cette compréhension, les tarifs douaniers prévus pour le 1er février ne seront pas appliqués. C'est tout. Pas de documents, pas de clause, pas même une durée. Mais regardez bien le cadrage. Trump ne parle pas d'un traité, il ne parle pas d'un vote, il ne parle pas d'une ratification, il parle d'un cadre pour un accord futur, une promesse d'une promesse. Et pourtant, ce message est présenté comme un tournant historique, une victoire stratégique, presque une résolution définitive d'un conflit qu'il a lui-même déclenché. Maintenant, posez-vous la vraie question. Si cet accord est si solide, si tout le monde est très heureux, pourquoi personne n'est capable d'en expliquer le contenu? Pourquoi quelques minutes plus tard, lorsque Trump est interrogé par la presse, la seule chose qu'il répète est que c'est un long-term deal, pas ce qu'il contient, pas ce qu'il change, juste qu'il est long, très long. Et voici le détail qui change la lecture. Plus tôt dans la journée, lors de son discours à Davos, Trump répétait encore que les États-Unis devaient acquérir le Groenland, pas le louer, pas coopérer, acquérir. Alors, soit quelque chose d'énorme s'est produit en coulisses, soit le récit est en train d'être réécrit sous nos yeux. Notissez aussi ce qui est absent. Aucun dirigeant du Groenland, aucun responsable danois, aucun communiqué conjoint, juste une déclaration unilatérale diffusée sur son propre réseau au moment exact où l'attention mondiale est maximale. Alors, est-ce un accord réel ou une tentative de reprendre le contrôle du récit après un recul évident? Parce que si c'est la deuxième option, alors ce qui s'est passé ensuite devient beaucoup plus révélateur. Et c'est là que l'histoire commence à s'accélérer. Fait. Lorsqu'un journaliste lui demande directement si cet accord inclut encore l'idée que les États-Unis aient la propriété du Groenland, Trump hésite. Puis il répond « It's a long-term deal ». Rien d'autre. Pressé une seconde fois sur la durée, il tranche « infinite ». Un accord infini, sans date, sans texte, sans signature. Juste ce mot, fait. À aucun moment, il ne confirme que les États-Unis obtiennent le contrôle du territoire. À aucun moment, il n'explique comment un accord infini peut exister sans ratification. À aucun moment, il ne décrit ce que le Groenland ou le Danemark acceptent réellement. Tout ce qui est offert, c'est une formule. Interprétation. Ce mot « infini » n'est pas un détail rhétorique. C'est un écran de fumée. Il remplace la durée par une abstraction. Il empêche toute vérification. Et surtout, il permet à chacun d'y projeter ce qu'il veut entendre. Victoire totale pour les partisans, désescalade rassurante pour les alliés, ambiguïté stratégique pour tout le monde. Maintenant, remarquez ce qui manque encore.
Trump avait parlé d'acquisition, de right, title and ownership. Or ici, il n'y a plus ni propriété, ni titre, ni droit clairement définis, seulement un futur indéterminé. Un accord qui existe parce qu'il est annoncé, pas parce qu'il est signé. Et c'est là que le récit commence à se fissurer. Parce qu'un accord réel clarifie. Celui-ci brouille. Un accord réel engage plusieurs parties publiquement. Celui-ci repose sur une seule voix. Et quand un pouvoir commence à remplacer des faits par des formules, ce n'est jamais anodin. Surtout quand, presque immédiatement, les médias favorables au pouvoir tentent de combler le vide à sa place. C'est là que la situation change de dimension. À partir de là, tout s'accélère, parce que le vide laissé par l'absence de détails ne reste jamais vide très longtemps. Il est rempli par d'autres. Sur les plateaux de télévision, dans les studios, dans les bandeaux d'actualité, les commentateurs favorables à Trump commencent à parler d'un coup de génie. Ils expliquent que cet accord infini serait en réalité stratégique, qu'il n'aurait jamais été question d'une invasion, que tout cela faisait partie du plan. Mais regardez la chronologie. Quelques heures plus tôt, Trump disait encore que défendre le Groenland sans en avoir la propriété n'avait aucun sens. Il rejetait explicitement toute idée de location ou de licence. Et maintenant, sans rien obtenir de visible, sans annonce conjointe, sans texte officiel, la même situation devient soudain une victoire totale. Ce genre de retournement n'est pas nouveau. On l'a déjà vu. Une escalade verbale, une réaction internationale. Puis, un recul, repackagé comme une manœuvre brillante. Ce qui est différent cette fois, c'est la normalisation. L'idée qu'un président puisse menacer un territoire allié, provoquer une crise diplomatique, puis déclarer seul que tout était réglé sans que personne ne voie le règlement et que ce soit accepté comme une issue raisonnable. Remarquez aussi le ton. Plus personne ne parle de ligne rouge, plus personne ne parle de souveraineté. Le débat glisse. Il ne s'agit plus de savoir si une menace était légitime, mais si la communication a été efficace. C'est ainsi que quelque chose d'anormal devient banal. Et pendant que ce récit se consolide à l'intérieur, à l'extérieur, le monde observe autre chose. Les alliés prennent note, les adversaires aussi, parce qu'ils voient non pas un accord, mais une limite, une ligne testée et une pression qui, cette fois, n'a pas tenu. C'est ce décalage entre le discours intérieur et la lecture internationale qui va produire les conséquences les plus lourdes. Et c'est exactement là que surgit la preuve la plus troublante. Voici la preuve qui change tout. Elle arrive quelques minutes plus tard face aux caméras. Trump est à nouveau interrogé. Même question, reformulée plus clairement. Comment cet accord serait-il validé? Y aura-t-il une signature, un vote, une ratification officielle? Et cette fois, il ne détourne plus vraiment. Il répond que c'est signé pour toujours. Puis, dans la même séquence, il reconnaît qu'en réalité, rien n'a encore été signé. Fait. Il affirme à la fois que l'accord est éternel et qu'il n'existe pas encore sur le papier. Deux affirmations incompatibles. Et pourtant, elles sont dites dans la même respiration, devant les mêmes journalistes, sans correction, sans clarification. Interprétation, c'est là que la mécanique apparaît. L'objectif n'est plus de conclure un accord. L'objectif est de figer un récit avant que les faits ne puissent le contredire. En déclarant l'accord infini, Trump court-circuite toute échéance. En disant qu'il est déjà là, il empêche la question la plus dangereuse. Qu'a-t-il réellement obtenu? Regardez la contradiction centrale. Pendant des semaines, il répétait qu'on ne peut pas défendre le Groenland sans en être propriétaire. Il rejetait toute autre option. Et maintenant, il présente comme un succès un arrangement où la propriété n'est même plus mentionnée. Ce n'est pas un détail, c'est un renversement complet. Et c'est à ce moment précis que quelque chose se casse. Parce qu'une fois que vous voyez ce glissement, de l'exigence absolue à l'ambiguïté totale, vous ne pouvez plus regarder l'histoire de la même manière. Ce n'est plus une négociation, c'est une mise en scène. Et quand la mise en scène devient trop visible, le système médiatique entre en jeu pour tenter de la stabiliser. C'est là que la pression explose. Et la pression ne vient pas d'un seul endroit. Elle arrive en rafale. D'abord, les chaînes favorables au pouvoir tentent d'interpréter l'accord à sa place. Elles parlent d'un modèle à la Puerto Rico, d'une association spéciale, d'une relation floue mais avantageuse. Sauf qu'aucune de ces hypothèses ne vient du Groenland, ni du Danemark, ni de l'OTAN. Elles sont construites en direct pour combler un silence. Ensuite, autre accélération.
on affirme que les marchés réagissent positivement, que la bourse monte parce que Trump aurait rassuré le monde. Mais regardez la séquence. La hausse est immédiatement attribuée à l'annonce de l'accord sans preuve de causalité, comme si le récit devait absolument produire un signal de réussite mesurable. Tout va très vite, trop vite. Trop. Et pendant ce temps, Trump lui-même ajoute de nouveaux éléments sans lien direct. Il parle de sécurité, de minerais, de l'Arctique dans son ensemble. Puis il glisse vers l'OTAN. Il remet en question l'engagement des alliés. Il évoque des scénarios de guerre hypothétiques, comme si l'accord sur le Groenland devenait un prétexte pour ouvrir d'autres fronts rhétoriques. Troisième empilement. Dans le même discours, il confond à plusieurs reprises le Groenland et l'Islande. Il parle des coûts économiques causés par l'Islande. Il évoque la défense d'Islande alors que le sujet est ailleurs. Ce ne sont pas des lapsus isolés. Ils arrivent au cœur de l'argumentaire à un moment critique. Et c'est là que la situation devient instable, parce qu'on a en même temps un accord présenté comme historique, une absence totale de détails, des justifications improvisées, des récits médiatiques divergents et un discours présidentiel qui se disperse. Trop d'éléments, trop vite, sans centre clair. La question n'est plus de savoir si l'accord est bon ou mauvais. La question devient plus simple et plus inquiétante. Que se passe-t-il quand ce type de séquence devient la norme? Parce que si cela continue, les conséquences ne resteront pas abstraites. À ce stade, tout cela peut encore sembler lointain. Des sommets, des discours, des mots lancés depuis Davos. Mais maintenant, ramenez cette histoire à votre niveau, parce que ce type de séquence n'est jamais sans coût pour les gens ordinaires. Quand un président menace un territoire allié, puis recule sans clarifier, ce ne sont pas seulement des diplomates qui ajustent leurs notes. Ce sont des marchés qui hésitent, des entreprises qui gèlent des investissements, des partenaires qui réévaluent leur dépendance. Et ces décisions finissent toujours par descendre, lentement mais sûrement, jusqu'à vous. Regardez ce qui se passe déjà. Pendant que l'attention est captée par ce deal infini, d'autres sujets disparaissent du radar. Le coût de la vie, le logement, l'emploi, la santé. Tout est éclipsé par un récit géopolitique spectaculaire mais creux. Et pendant ce temps, l'incertitude s'installe. Pas une incertitude dramatique, une incertitude quotidienne, celle qui fait que les prix montent, que les embauches ralentissent, que les projets sont reportés. Il y a aussi un autre effet plus subtil, la fatigue. Quand les annonces deviennent contradictoires, quand les crises apparaissent et disparaissent sans résolution claire, les gens finissent par décrocher. Ils cessent d'écouter. Et c'est précisément dans cet espace que les décisions les plus importantes passent sans résistance. Si tout cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ressentent cette impression diffuse que quelque chose d'important se joue sans jamais être clairement expliqué, que les règles changent mais sans annonce officielle, que les lignes bougent mais sans débat réel. Et ce sentiment-là n'est pas accidentel, il est produit. Si vous avez déjà eu l'impression que la politique ressemble de plus en plus à un spectacle permanent, dites-le dans les commentaires, parce que ce que nous voyons ici n'est pas un cas isolé. C'est un symptôme. Et pour comprendre pourquoi ce système continue de fonctionner ainsi, il faut regarder plus haut que les individus. C'est là que le mécanisme réel apparaît. Ce mécanisme repose sur quelque chose de très simple et justement pour cette raison, très puissant. Le pouvoir ne circule plus seulement par des lois ou des accords formels. Il circule par l'attention. Celui qui contrôle le rythme des annonces contrôle le cadre du débat. Fait. Dans cette séquence, Trump n'impose pas un accord, il impose un tempo. Menace, indignation, annonce, recul, rebranding. Chaque étape arrive avant que la précédente ne puisse être pleinement analysée. Le système médiatique court derrière. Les alliés réagissent après coup. Et le public n'a jamais le temps de s'arrêter sur une question essentielle. Qu'est-ce qui a réellement changé? Interprétation. C'est ainsi que l'ambiguïté devient une ressource. Un accord flou est plus utile qu'un accord clair parce qu'il peut être présenté différemment selon l'audience. À l'intérieur, c'est une victoire. À l'extérieur, une désescalade. Pour les marchés, un signal. Pour les alliés, un avertissement. Rien n'est fixé, donc tout est exploitable. Et regardez l'incitation centrale. Tant que le récit bouge vite, personne n'est tenu responsable de la cohérence. Les contradictions ne sont pas corrigées, elles sont simplement dépassées. Une confusion en remplace une autre. Un mot en efface un précédent.
Le pouvoir ne consiste plus à convaincre, mais à saturer. C'est pour cela que cette séquence est plus inquiétante qu'elle n'en a l'air. Elle montre un système où la forme prend le pas sur le fond, où l'annonce compte plus que l'accord et où la perception devient plus réelle que les faits eux-mêmes. Mais aucun système de ce type ne peut fonctionner indéfiniment sans friction. À un moment, quelque chose résiste, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et les signaux que cette résistance est en train de se former commencent déjà à apparaître. À court terme, 2 trajectoires se dessinent et aucune n'est stable. La première est celle que le pouvoir essaie d'imposer. Le récit se fige. L'accord infini devient une référence. Plus personne ne demande de texte, plus personne n'attend de signature. Le sujet disparaît lentement de l'actualité, remplacé par une nouvelle annonce, une nouvelle crise, un nouveau front. Dans ce scénario, l'épisode du Groenland n'est pas résolu. Il est simplement absorbé, dissous dans le bruit. Mais il y a une seconde trajectoire, plus discrète, plus lente et potentiellement plus lourde. Les Alliés n'oublient pas. Le Danemark n'oublie pas. Le Groenland n'oublie pas. Les menaces publiques, même retirées, laissent des traces. Elles modifient les calculs. Elles accélèrent des discussions parallèles, des coopérations qui se font sans les États-Unis, des garanties de sécurité qui se cherchent ailleurs, pas par rupture brutale, mais par précaution. Fait. On a déjà vu ce mécanisme à l'œuvre. Pas d'annonce fracassante, pas de conférence de presse, juste une série de décisions prises hors caméra, motivées par une seule question. Peut-on encore considérer cette parole comme stable? Et cette question, une fois posée, ne disparaît jamais vraiment. Interprétation. C'est là que l'accord infini devient paradoxalement très court, parce qu'un arrangement fondé sur l'ambiguïté peut fonctionner une fois, 2 fois, mais chaque répétition réduit sa crédibilité. Et à un moment, ce ne sont plus les mots qui comptent, mais les alternatives que les autres ont préparées en silence. Nous sommes exactement dans cet entre-deux. Rien n'a encore explosé. Rien n'est officiellement rompu. Mais quelque chose est en mouvement. Et ce mouvement ne dépend plus uniquement de Trump, ni même des États-Unis. Il dépend de la façon dont le reste du monde interprète ce signal. La prochaine étape ne sera probablement pas annoncée sur un réseau social. Elle prendra la forme d'un choix discret, d'un partenariat, d'un alignement, d'une absence autour d'une table. Et quand ce choix deviendra visible, il sera trop tard pour revenir au récit du départ. Voilà le point clé, celui qui permet de tout relire autrement. Cette histoire n'est pas celle du Groenland, elle est celle d'un test. Un test de pression, de narration et de limites. Trump a testé jusqu'où une menace pouvait aller sans se matérialiser, jusqu'où une annonce pouvait remplacer un acte, jusqu'où un recul pouvait être redéfini comme une victoire. Et pour l'instant, le système a absorbé le choc. Les médias ont rempli les blancs. Le débat s'est déplacé. L'accord infini est devenu un objet de discussion alors qu'il n'existe toujours pas. C'est cela, l'insight central. Dans un monde saturé d'informations, la réalité n'est plus seulement ce qui est fait, mais ce qui est affirmé assez fort, assez vite et assez souvent. Le pouvoir n'est pas uniquement dans la décision. Il est dans la capacité à empêcher la vérification. Et c'est pour ça que cette séquence compte, parce qu'elle montre comment une crise peut être créée, désamorcée, puis recyclée sans résolution réelle, comment l'attention est utilisée comme monnaie, et comment, pendant que tout le monde regarde le spectacle, les conséquences réelles se déplacent hors champ. La prochaine fois que vous verrez une annonce historique, sans texte, sans vote, sans signature, souvenez-vous de cet épisode. Souvenez-vous de cet accord éternel qui n'existait que par les mots, parce que ce modèle ne disparaît pas. Il se perfectionne. Et c'est exactement pour ça que ce genre d'analyse est nécessaire. Si vous voulez comprendre ce qui se passe avant que cela n'apparaisse dans les titres, abonnez-vous. La suite de cette histoire ne se jouera pas sur une scène. Elle se jouera dans les angles morts.